Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 15 mai 2023 et on commence directement le show avec les champions par équipe Kevin Owens et Sami Zayn qui arrivent dans le ring. Ils vont nous faire une promo en nous disant que, tout comme nous, ils ont appris ce vendredi qu'ils allaient devoir défendre leur titre par équipe face à Roman Reigns, c'est aussi quoi à Night of Champions. Et ils voient pas ça comme une réelle menace, ils voient ça plutôt comme un cadeau, comme une opportunité d'en terminer une bonne fois pour toutes avec Roman Reigns. Sami Zayn nous dit que Kevin Owens aurait dû battre Roman Reigns pour les titres. Lui-même, il aurait dû battre Roman Reigns pour les titres à Elimination Chamber. Malheureusement, ils l'ont pas fait et du coup, ils voient ça comme une opportunité de prendre leur revanche sur Roman Reigns. Encore une fois, on tire le truc beaucoup trop loin. Au départ, on disait ouais, on s'en fout, c'est fini la Bloodline. Maintenant, faut terminer notre histoire avec eux. On n'a pas terminé. Enfin, je sais pas, il y a aucune cohérence là-dedans. Ça m'énerve un petit peu parce que on termine le truc à WrestleMania avec Kevin et Sami Zayn qui battent les Usos une bonne fois pour toutes. Après, je comprends que par la suite, on ait 2-3 revanches pour continuer le truc un petit peu. Et je comprends pas pourquoi on a toujours ce besoin de se dire ah, c'est pas fini, on doit prendre la revanche. Ah, t'as pas pris ta revanche. Oh, je vais prendre la mienne. Bref, c'est incompréhensible. Je comprends pas pourquoi la WWE essaye toujours de tirer ça en longueur et de toujours parler de cette histoire de revanche. À mon avis, ils ont pas assez d'inspiration. Ils sont obligés de toujours ramener ça sur la table. Et c'est juste incompréhensible. Parce que normalement, on est censé avoir terminé avec cette histoire-là. Kevin Owens et Sami Zayn, ils ont censé terminer leur histoire avec la Bloodline depuis longtemps. Ils ont battu les Usos à WrestleMania. Enfin bref, ils étaient censés prendre leur revanche respective sur Roman Reigns à Elimination Chamber ou à Rumble. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Et tant pis, on va pas tirer le truc en longueur encore plus longtemps. Et encore une fois, je reviens toujours sur le même problème, mais le fait que Roman Reigns n'a pas perdu à WrestleMania, que ce soit face à Cody Rhodes ou n'importe qui, le fait qu'il soit toujours champion actuellement, en plus tu rajoutes le fait qu'il soit part-timer, c'est un problème parce que normalement, actuellement, et vous voyez comment la storyline prend une tournure, on est censé partir dans une feud où Roman Reigns il feud intérieurement avec tous les membres de la Bloodline. Là, pour l'instant, on voit quelques petites traces, mais c'est pas réellement dit que Roman Reigns il est contre la Bloodline, etc. Mais on sent il y a deux trois petites tensions. On sent que Roman Reigns il a quelque chose contre les Usos, etc. Et que aussi quoi, il est dans cette histoire-là. Enfin bref, vous avez compris comment la storyline prend une tournure. Normalement, on devrait être pleinement dans ça, et c'est ce que la WWE va faire actuellement, parce que j'imagine qu'à SummerSlam, on n'aura pas Roman Reigns qui va défendre ses titres, mais plutôt Roman Reigns qui va défendre ses titres par équipe, puisqu'il sera champion par équipe, j'imagine, face aux Usos à SummerSlam. Et c'est ça le problème, parce que Roman Reigns, il est champion actuellement, il est champion du monde, il ne défendra pas ses titres, et du coup, comme il est champion, il y a toujours des gens qui vont se ramener dans le truc, il y aura toujours Sami Zayn et Kevin Owens qui vont dire on n'a pas terminé notre histoire avec vous, on va prendre notre revanche, on a une chance de prendre notre revanche encore plus. Et puis Cody Rhodes il va se rajouter dans le truc oh la Bloodline, j'ai pas terminé mon histoire. Enfin bref, c'est une chaîne sans fin et j'ai l'impression qu'on peut continuer comme ça pendant un an, voire même plus. Et je sens que ça va continuer comme ça pendant un an. Et ce qui fait qu'on terminera jamais là-dessus. Ce sera toujours comme ça, on terminera jamais là-dessus. Et c'est juste un petit peu dommage. Ensuite, Judgment Day, ils vont arriver. Ils vont interrompre Kevin Owens et Sami Zayn. Ils vont raconter plus ou moins la même chose que je viens de raconter. En gros, Kevin Owens et Sami Zayn, ils sont censés ne plus avoir quelque chose à faire avec la Bloodline, mais ils continuent de parler d'eux. C'est incompréhensible pour Judgment Day et c'est incompréhensible pour nous, j'imagine. À part si, encore une fois, vous êtes fan de Roman Reigns et que pour vous, c'était une bonne décision d'avoir fait conserver le titre à Roman Reigns, puisque quand vous regardez le catch, vous pensez à Roman Reigns qui est dominant, etc. Mais si tu prends un petit peu du recul là-dessus, tu sens que pour la WWE, c'est pas une bonne chose, puisque pour toutes les choses qui se passent à côté, ça tombe en vrai, ça part en n'importe quoi et c'est plus cohérent. Donc voilà. Rhea Ripley va dire que Judgment Day domine Raw actuellement alors qu'elle est championne de SmackDown. Ça aussi c'est un peu incohérent, mais bon, la WWE on n'a pas grand chose à faire actuellement des titres de Raw et SmackDown. Et je pense pas qu'ils vont faire quelque chose par rapport à ça hein, pour l'instant. Je pense qu'au bout de 2-3 mois on aura toujours Rhea Ripley qui va se trimballer avec son titre de SmackDown. Enfin bref, encore comme d'habitude ça va partir en bagarre. Et puis dans le main event on aura un match entre Kevin Owens et Sami Zayn face à Judgment Day. Ensuite on a eu un match entre Shinsuke Nakamura et le Miz, un match qui était intéressant mais qui m'a pas intéressé plus que ça. En fait, j'avais pas de réelles intentions de regarder ce match-là personnellement. Victoire de Shinsuke Nakamura, tant mieux qu'il remporte son match face au Miz et l'inverse aurait été surprenant et désolant un petit peu. Donc victoire de Shinsuke, je sais pas où tout ça va le mener par la suite. Peut-être qu'il faudra contre le champion poids lourd. Pour l'instant, c'est pas le truc le plus important actuellement. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites correctement avec Shinsuke Nakamura si encore une fois ils font les choses correctement. Tout au long du show, on a eu une interview qui retraçait un petit peu la carrière de Seth Rollins et je trouvais ça intéressant puisque on s'approche vers Night of Champions, il va probablement devenir champion. Donc je trouvais ça intéressant de retracer sa carrière encore une fois. Ils vont parler de ses débuts à la WWE, NXT quand il devient champion NXT. Ensuite, il va dire que Seth Rollins il s'est directement projeté vers le main roster avec Raw et SmackDown en arrivant dans une faction les plus dominantes de ces dernières années avec le Shield.
Donc encore une fois, on voit Dean Ambrose, ça faisait plaisir de le voir à l'écran. Mais voilà, on va retracer sa carrière en gros. Il va nous parler du fait qu'il a trahi le Shield, qu'il se voyait, qu'il fallait qu'il avance, que dans le Shield il pouvait plus avancer, il avait pris des risques tout simplement. Il avait pris des risques et il va terminer par dire que les champions actuellement de nos jours ils prennent plus de risques pour leur titre. Et c'est désolant parce que c'est pas comme ça que ça devrait être fait. Pour lui, pour Seth Rollins, un champion, il devrait prendre des risques, il devrait défendre son titre plus souvent. Et en gros, c'est une grosse pique qu'il lance à Roman Reigns inconsciemment. Mais vous allez voir que ça va se relier un petit peu par la suite avec ce que Corey Graves va nous raconter à la fin. Mais en gros, pour Seth Rollins, la WWE a besoin du changement actuellement. Il y a vraiment besoin de changement. Et c'est ce qu'il va faire en devenant champion poids lourd. Il va rebâtir les bases et il va faire les choses correctement en prenant des risques pour son titre. Et c'est comme ça que devraient être faites les choses. Et Corey Graves va terminer l'interview par demander à Seth Rollins qu'est-ce qu'il pense du règne de Roman Reigns actuellement. Et du coup, on aura une réponse la semaine prochaine, puisque l'interview n'est pas terminée, donc logique en vrai. Ensuite, on aura la bataille royale pour définir qui sera l'aspirant numéro 1 au titre intercontinental de Gunther. Ce qui est un peu dommage toujours avec la bataille royale, c'est que à chaque fois, on a 2-3 mecs qui font leur entrée avant de rentrer dans le match. Et t'es quasi sûr que dès que ces mecs-là font leur entrée, tu peux être sûr qu'ils seront dans les derniers à rester dans ce match-là. Et tu peux être sûr qu'il y en aura un de tous ceux qui ont fait leur entrée qui remportera le match. Encore une fois, ça va pas louper. Ouais, pas mal de jobbers dans cette bataille royale, ce qui est dommage pour le titre intercontinental. Et c'est un peu incohérent d'avoir des équipes dans le lot alors que tu peux être sûr qu'ils vont jamais gagner. Tu n'auras jamais un de l'équipe qui va aspirer au titre intercontinental. Donc j'aurais espéré vraiment un petit peu plus de prestige autour de cette bataille royale et c'est un peu dommage. Mais bon, encore une fois, on peut pas tout avoir non plus. On aura JD qui va se faire éliminer par Dolph Ziggler et par la suite ça va mener à un truc où JD va attaquer Dolph Ziggler. Ensuite il sera interviewé dans le parking par Renee Young, j'allais dire. Ah ouais, moi je suis en 2013. Par Cathy Kelly. Il va dire que il a attaqué Dolph Ziggler parce qu'il a été champion intercontinental. Il a été champion, il a été Mr. Money in the Bank. Enfin bref, il a voulu attaquer Dolph Ziggler. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Finn Balor au-dessus qui regardait l'interview de JD. Donc peut-être que par la suite ça va nous mener à un truc où JD va rejoindre le Judgment Day, ça pourrait être intéressant. En tout cas, belle mise en avant de JD, même s'il se fait éliminer assez rapidement. On a 2-3 noms qui vont faire leur apparition qu'on n'a jamais vu auparavant. Xion Queen qui va se faire éliminer rapidement. Von Wagner qui va lui aussi se faire éliminer rapidement. Mais les noms qu'on va plus retenir dans cette bataille royale, c'est Mustafa Ali, Ricochet, Bronson Reed. On avait qui d'autre? On avait Apollo Crews qui a fait bonne impression lui aussi. Johnny Gargano qui restait un petit peu longtemps mais qui est parti rapidement en se faisant éliminer par Matt Riddle. Mais en tout cas dans les derniers, on avait Bronson Reed, on avait Ricochet, on avait Mustafa Ali, les 3 derniers. À un moment donné vers la fin, on a Bronson Reed qui est sur le bord du ring et qui tient Ricochet au-dessus de ses épaules. Mais on a Mustafa Ali qui monte sur la 3ème corde, qui va faire un gros missile dropkick sur Bronson Reed et il va éliminer Bronson Reed et Ricochet en même temps. Donc victoire de Mustafa Ali, ça avait fuité dans le catch actuellement, c'est un petit peu récurrent. Donc on savait avant que le show commence que Mustafa Ali allait devenir champion. Je pensais à allait devenir aspirant numéro 1. Je pensais à Johnny Gargano aussi, parce qu'ils s'étaient affrontés entre Gunther et Johnny Gargano en live event, donc je me disais pourquoi pas en vrai, peut-être qu'on aurait un bon petit match à Night of Champions. Et finalement non, donc on aura bien Mustafa Ali contre Gunther. Après le match en backstage, on aura Gunther qui va féliciter Mustafa Ali, mais il va dire qu'il est très triste pour Mustafa Ali parce qu'il va devoir faire tout le voyage pour vivre sa plus grosse défaite. Donc là, à ce moment-là, Mustafa Ali il va lui retourner le compliment, il va lui dire je suis triste aussi pour toi parce que tu vas faire la même chose pour perdre ton titre intercontinental. Je pense que ça risque d'être un match intéressant. J'aime pas trop la gimmick de Mustafa Ali où il rigole, positif. Enfin bref, c'est pas la gimmick qui m'intéresse le plus à la WWE actuellement. Mais je pense que ça peut être un match très très intéressant entre Mustafa Ali et Gunther et ça me fait plaisir de voir Mustafa Ali avoir son opportunité. Enfin, lui qui mérite bien ça, même s'il se plaint beaucoup trop, je trouve. Enfin bref. Ensuite, on a eu Becky Lynch qui a fait son entrée pour faire une promo. Promo intéressante, encore une fois, Becky Lynch elle est incroyable en promo, je la trouve super bien en promo. C'est pas celle que je préfère non plus, mais elle fait de très très bonne promo. Elle va parler de Trish Stratus. Encore une fois, on parle toujours de cette histoire où Trish Stratus, elle dit que les catcheuses actuelles sont pas assez reconnaissantes pour Trish Stratus, Lita, qui ont vraiment forgé cette révolution féminine, qui ont mis les bases avant que les Force Women arrivent pour vraiment marquer cette révolution. Donc on parle toujours de cette histoire-là. Becky Lynch, elle va dire que Trish Stratus, elle a insulté sa fille, enfin bref, etc. Et que maintenant Trish Stratus, elle veut récupérer sa place parce que c'était la numéro 1 dans le business. Et actuellement, c'est Becky Lynch qui a pris cette place-là.
qu'elle soit championne ou qu'elle soit pas championne. Becky Lynch, elle n'est pas prête de rendre sa place à Trish Stratus. Donc elle termine par dire qu'à Night of Champions, elle bottera la tête précisément de Trish Stratus. Donc on verra ce que donnera ce match-là à Trish Stratus, j'allais dire, à Night of Champions. J'ai l'impression que ça va durer jusqu'à SummerSlam, donc on verra bien. Ça risque d'être très long en vrai jusqu'à SummerSlam, cette feud entre Trish Stratus et Becky Lynch. Mais c'est assez intéressant en vrai. Je trouve ça juste dommage et je trouve que c'est un petit bond en arrière qu'on fait en remettant Trish Stratus sur le devant de la scène. J'aime bien quand il y a deux trois légendes qui font le retour pour pusher réellement les superstars actuels. C'est un petit peu le cas, mais le fait que Trish Stratus prend ce rôle de heel dans l'histoire et qu'elle a vraiment le rôle le plus important dans cette histoire entre Becky Lynch et Trish Stratus, du coup, j'ai l'impression qu'on fait vraiment un retour en arrière et que tout ce qu'on a fait, tout ce que les women ont établi aujourd'hui à la WWE, on est un petit peu en train de reculer. C'est un petit peu dommage, je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais je trouve ça un petit peu dommage. Rematch de la semaine dernière, il me semble, Xavier Woods qui affronte du coup Dominique, accompagné par Rhea Ripley, victoire de Dominique Mysterio comme d'habitude. Xavier Woods, il va nous dire qu'il n'a plus personne actuellement pour protéger ses arrières. Donc encore une fois, on continue de semer deux trois petites choses par rapport à une future rivalité entre The New Day et Judgment Day, pourquoi pas. En tout cas, je trouve que ça pourrait être intéressant une fois que tous les membres seront rétablis. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec Big E, on ne sait pas s'il devra prendre sa retraite, on ne sait pas s'il aura l'occasion de recatcher. Pareil avec Randy Orton, même si c'est pas le sujet, même si actuellement ça fait beaucoup le sujet d'actualité, le fait que Randy Orton il pourrait prendre sa retraite prochainement et qu'il n'a pas encore été autorisé à revenir sur le ring par les médecins. On en parlera peut-être plus en profondeur prochainement, on aura de vraies informations et on aura vraiment une news par rapport à ça. Ensuite, on aura un autre match entre Indus Sher, du coup, et Sangha, accompagné par Jinder Mahal. Est-ce que je vais retenir les noms déjà? Enfin, je pense que oui. Sangha sera un petit peu plus difficile, mais Vir quand même. Et du coup, ils ont affronté des catcheurs locaux, comme d'habitude. On fait toujours les mêmes matchs. Quand on a des catcheurs pas très talentueux, quand on a des catcheurs qui sont juste là pour montrer qu'ils sont forts, qui sont musclés, qui sont intensifs, bah, on nous met des catcheurs locaux, pareil avec Homos en général. Je sais pas en vrai ce qui s'est passé dans la tête de la WWE à ce moment-là. Je sais pas si Triple H à ce moment-là il s'est dit oh, j'ai une idée les gars, Indus Sher contre des catcheurs locaux, on va bien se régaler, ça va être sympa, ça va nous faire un bon petit match là pour continuer cet épisode de Raw, ça va être bien, on va se régaler et vous allez vous en rappeler de ce match-là. Je sais pas en vrai, je sais pas ce qui se passe dans la tête de l'équipe créative, mais c'est vraiment pas intéressant. Victoire d'Indus Sher, on verra jusqu'où ça va durer. Parce que en vrai, je comprends pas comment la WWE fonctionne, puisque quand t'as un catcheur qui est bon in-ring, quand t'as un catcheur qui est bon au micro, quand t'as un catcheur qui a tout, en général, ça met un peu de temps avant qu'il réussisse, et de temps en temps, il réussit peut-être pas. Je prends l'exemple de Mustafa Ali, qui est bon in-ring, qui est bon au micro, et qui a pas non plus un physique pas déconnant, donc ça reste un catcheur qui a à peu près tout, mais il met beaucoup de temps avant de réussir. Et là, t'as des catcheurs comme Homos, des catcheurs comme Indus Sher, des catcheurs comme tout ça, qui n'ont pas de in-ring, qui sont juste intensifs et brutals, qui n'ont pas de micro, puisqu'ils savent pas parler au micro, ils savent pas faire quelque chose de plus que être brutal, mais ils réussissent rapidement, la WWE les met en avant, je sais pas qu'est-ce qu'ils voient en eux, mais c'est incompréhensible, je sais pas jusqu'à où ça va durer, mais au moment où ils vont devoir prendre le micro, même si pour l'instant c'est plutôt Jinder Mahal qui est le porte-parole de cette histoire-là, donc finalement ils font bien les choses, ils calculent bien leurs coups. On voit que Virman et Sangha ça va être difficile pour parler, donc on donne Jinder Mahal qui lui va plus catcher du tout, j'imagine, puisqu'il arrive en costar, il arrive en enforcer ou en manager, je sais pas comment on appelle ça, mais il arrive, juste il catch pas. Donc on verra ce qui va se passer par la suite entre Indus Sher et les titres par équipe, puisque Jinder Mahal a l'air de dire que Indus Sher ils sont là pour diriger le show et que leur futur sera en or. Donc on verra ce qui va se passer. Mais vraiment pas intéressant pour ma part. Ensuite, on aura du coup Kevin et Sami Zayn qui vont se faire interrompre par Imperium en backstage. Et ce qui est intéressant, c'est que Imperium, ils vont être là pour instaurer un match. Donc ils veulent un match face à Kevin et Sami Zayn. Et Kevin et Sami Zayn, ils acceptent, mais ils disent que pour l'instant, là, ce soir, ils sont occupés. Donc la semaine prochaine, peut-être. Mais il va falloir trouver un partenaire. Donc à ce moment-là, Sami Zayn, il dit qu'ils vont trouver. Donc la semaine prochaine, on aura Imperium, donc les trois membres face à Kevin et Sami Zayn, et un partenaire mystère. Je vous spoil directement, ce sera Matt Riddle. Connaissant la WWE, on n'aura pas réellement quelqu'un de très mystérieux. Ce sera Matt Riddle et c'est tout. Il s'est fait un petit peu attaquer par Imperium dans la bataille royale. Ce sera Matt Riddle et on n'aura rien de plus. Par contre, quand on voit qu'on se dirige vers un programme entre Imperium et Kevin et Sami Zayn, là on se dit c'est un peu bancal puisque Gunther lui se dirige vers un programme avec Mustafa Ali. Ludwig Kaiser et Joey Vinci sont censés accompagner Gunther, donc c'est un petit peu incohérent
de se lancer sur plusieurs pistes, surtout que actuellement Sami Zayn et Kevin Owens, eux, ils se lancent dans un programme avec la Bloodline encore une fois, et en contrepartie avec Judgment Day aussi. Donc ça sort un petit peu de nulle part. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en backstage plus tard, on aura Paul Heyman qui aura son téléphone avec son petit truc visiteur. Donc encore une fois, on essaye de respecter la brand split du mieux qu'on peut. Mais du coup, il arrive en tant que visiteur et il a serré la main de Gunther. Donc, ce qui paraît, ils ont fait quelque chose ensemble. Ils ont élaboré un plan. J'imagine que ce qui est le plus logique, c'est que Paul Heyman a demandé à Imperium de s'occuper de Sami Zayn et Kevin Owens, de leur faire le plus mal possible avant Night of Champions, ce qui va probablement justifier le fait qu'ils vont perdre les titres, puisqu'ils seront un petit peu handicapés, j'imagine, euh, pour Night of Champions. Mais ça reste intéressant et j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Aussi, en backstage, on a vu Finn Balor qui discutait avec Paul Heyman, donc ça reste encore une fois encore plus intéressant. Enfin, encore plus intéressant, je sais pas, mais en tout cas, ça reste très très intéressant. Et j'aime bien le fait que Paul Heyman, il est là, il cherche de l'aide un petit peu où il en trouve. C'est intéressant et affaire à suivre, et j'espère qu'on aura plus de réponses par rapport à ça. Ensuite, on enchaîne avec Cody Rhodes qui arrive pour faire une promo qui était vraiment excellente, l'une de ses meilleures promos qu'il a fait à la WWE, même si en vrai, toutes ses promos, elles étaient bangers. Il va parler de Brock Lesnar, il va dire que Brock Lesnar, il a ça dans le sang. Brock Lesnar, il a besoin de chasser, il a besoin d'attaquer les personnes qui l'entourent. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que Cody Rhodes va justifier sa victoire face à Brock Lesnar. Il dit que Brock Lesnar, il trouvait que c'était un coup bas d'avoir, enfin la manière dont Cody Rhodes il l'a battu, mais que finalement c'était juste un move de catch dans un ring de catch, c'était un move totalement légal. Donc il a remporté ce match-là de manière totalement légitime et j'ai trouvé super bien le fait de justifier sa victoire parce que c'était vraiment un peu controversé, je trouve, cette victoire-là, et ça m'avait un petit peu déplu. Mais maintenant, de la manière dont il l'a tourné, ça me va totalement. Il va poursuivre en disant que The Next Big Thing, c'était le surnom de Brock Lesnar à l'époque, c'était la vérité. Et il va terminer par dire que Brock Lesnar, c'est plus le plus grand actuellement, il est juste sur son chemin. Et il termine d'une très très belle manière en disant ça. J'ai hâte de voir le match à Night of Champions. Je vous ferai part de mes pronostics dans ma vidéo pronostic. Mais je pense que il peut se passer pas mal de choses dans ce match-là et ça risque d'être très très intéressant. Ensuite, on a eu un match entre Raquel Rodriguez et Chelsea Green. De base, on devait avoir le match par équipe, le fameux match par équipe. Mais Liv Morgan est blessée malheureusement pour une durée indéterminée, je pense. Et pour l'instant, c'est pas trop la gravité de sa blessure. Donc le match, ça se termine en match en simple. Victoire de Raquel Rodriguez qui remporte son match face à Chelsea Green. Seul match féminin de la soirée. Mais j'ai pas trouvé qu'il y a eu énormément de matchs dans ce show-là. Enfin, du moins, pas énormément de matchs intéressants. On a surtout eu beaucoup de promos, beaucoup de segments backstage. C'est pas plus mal non plus, mais personnellement, je préfère plus de catch. Après le match, pendant que Raquel Rodriguez elle célèbre sur la rampe, elle se fait attaquer par Ronda Rousey qui arrive d'une manière bizarre. Elle fait un slide super kick sur la côte de Raquel Rodriguez. Elle se pète le genou en faisant ça. Je comprends pas, Ronda Rousey. Faut te remettre les idées au clair. Là, ça va plus. Une fois que tu prends le micro, tu pars n'importe comment et tu fais ton retour de blessure. Tu arrives en slidant. C'est pas sérieux. Faut qu'elle se ressaisisse un peu parce que ça va pas, Ronda Rousey. Et du coup, Ronda Rousey et Shayna Baszler attaquent Raquel Rodriguez. Et j'imagine qu'elles vont se diriger vers les titres par équipe pour les récupérer. Enfin, les récupérer, non, pas du tout. Pour devenir championne par équipe. Donc, ouais, je m'en fous un petit peu, mais ça fait plaisir de revoir Shayna Baszler en tout cas. Ronda Rousey aussi, hein, mais ça fait plaisir de revoir Shayna. Et enfin, on termine du coup avec le tag team match, pas pour les titres, entre Damian Priest et Finn Balor face à Dominic Mysterio. Non, face à Kevin Owens et Sami Zayn. Ce m'a donné mal à la tête, je mélange tout, désolé. Match intéressant, plusieurs interventions d'Imperium pendant le match, pas mal d'interférences d'interventions entre les équipes, j'ai trouvé ça intéressant. Et tout ça, ça va nous mener à une victoire de Judgment Day qui pine du coup les champions par équipe. Peut-être qu'on aura un programme par la suite où Judgment Day vont aller se diriger vers des titres par équipe. J'espère qu'à ce moment-là, ce sera Dominic Mysterio et Damian Priest qui se dirigeront vers les titres et qu'on aura plus Finn Balor en statut de main eventer si on veut avoir vraiment Judgment Day qui sera couronné totalement, un peu à l'image de l'NSP à l'époque, ça pourrait être sympa. Et en plus, si tu rajoutes JD là-dedans, peut-être que JD sera champion intercontinental. Enfin bref, je vais beaucoup trop loin, pour l'instant on n'y est pas, pour l'instant la WWE ne savent même pas ce qu'ils vont manger demain. J'aurais bien aimé aussi vous dévoiler tout ce qui se passera la semaine prochaine du côté de Raw, mais j'ai tout oublié. Je sais juste qu'on aura du coup Brock Lesnar et Cody Rhodes qui seront présents à Raw. Je sais pas qu'est-ce qu'ils feront encore une fois, mais ils vont sûrement s'attaquer sans trop s'attaquer comme avant Backlash. Et du coup, on aura Trish Stratus et Becky Lynch qui vont signer leur contrat pour Night of Champions. Là aussi, ça risque d'être moyennement intéressant, voire pas beaucoup intéressant. Mais on verra bien ce qui va se passer. On a eu 2-3 matchs aussi annoncés, j'ai tout oublié. Il y a eu un segment backstage avec Candice LeRae, avec Zoe Stark, avec Nikki Cross que j'ai trouvé bizarre parce que c'est un peu incohérent.
J'ai l'impression que Candice LeRae était là pour aider Nikki Cross alors que de base elle est censée être dans son truc avec The Way. Et surtout on a Nikki Cross qui espionne Candice LeRae depuis des années. Enfin bref, enfin depuis des années, depuis des mois, mais ça dure depuis des années j'ai l'impression. Un peu d'incohérence là-dedans et Johnny Gargano qui a pas eu trop de construction avec The Way malheureusement, à part deux trois segments backstage qui ont été postés sur les réseaux sociaux qui étaient drôles mais sans plus, pas plus d'avancement que ça. Un peu dommage mais bon on verra. Mais ouais, j'ai bien apprécié cet épisode de Raw, il m'a donné beaucoup trop mal à la tête, c'était trop dur de tout suivre. Et il y a pas mal de choses qui m'ont déplu, je pense que vous l'avez remarqué dans mes coups de gueule. Mais en vrai, quand j'ai regardé l'avis d'à peu près tout le monde sur les réseaux sociaux, c'était un Raw assez satisfaisant pour beaucoup de monde. Moi, il m'a un petit peu plus embêté qu'autre chose. Mais ça reste quand même un bon petit épisode qui a bien fait avancer les choses, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, ça fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.